merci à ceux qui ont répondu présent ce matin. D'ailleurs, un coup de gueule à la Sbah, parce que ديما كنشكيو من لا ما كيحضروش les artistes. دونك لا يا مرزاق علواش كوميم ما كنحتاجش انا نقدمو، هو ما محتاجنيش انني انا بريزونتي على البوبليك ماروكان، مي malheureusement c'est comme ça. On se plaint de la situation comme quoi les artistes ما كيقربوش من البوبليك، مي منين كيحضروا les artistes مي البوبليك كيغيب. دونك تقدر تقول بواحد البتيت فراز بانه ميريت بارفوا ديك لو مالور اللي كنشوفوه، حيت الصراحه كنستحقوا شي شويه. ما نضيعوش الوقت، باسكو سي مرزاق علواش جو سي كو ديجا دار دي ديبا كانوا فيهم دي ميليي دو بيرسون، ودار حتى في غرونوبل ما كانوش بزاف ديال الناس. الى لابيتود دو بوسي افيك يكون المينيموم او لا يكون العدد الكبير. دونك معنا اليوم سي مرزاق علواش. كيف ما قلت في واحد لا كرونيك في ديبي دو سيمين، ملي كنت صغير ما في مونكي دو غو. لو سينما دو مرزاق علواش m'a souvent passé le sel. En fait, c'est une longue histoire parce que moi, mon papa, le dictateur qu'il est, donc je me rappelle que quand كتبت واحد la chronique على le repenti, film ديالو تايب كنت شفتو في كان. كنت قلت بان واحد النيك لديك السينما ديال عمر كتلاتو، باسكو عمر كتلاتو ان فيت سيتي الكاتارسيس اللي دار لنا الوالد ملي كنا صغار. كان ضروري خصني نتفرج فيه اشاك فوا كيشوف عندي شوفسيت متقوبه كيف عمر كتلاتو سي الفيلم ديال مرزاق علواش. دونك بقات ديك ليماج. ملي سمعني مون بير جوست ابخي كانت لا رومارك ديالو في لابريميدي، لا هضر على اي واحد الا على مرزاق علواش. كوم كوا دونك ما كانش عندي اختيار واحد اخر، fallait absolument que نصحح من بعد parce que j'étais un peu, je suis assez sévère. Mais aujourd'hui, قبل ما نبداو سي مرزاق علواش، je tiens à vous dire merci pour toute la filmographie ديالكم. 16 فيلم ما بين تيليفيلم وفيلم سينما. انسان اللي بدا بعمر كتلاتو في 76 في الوقيته اللي كانوا عندنا بزاف ديال المخرجين في المنطقه المغربيه ما كيعرفوش يحطوا لي زاكس ديال الكاميرا. À l'époque, c'était un film qui était présenté la semaine de la critique à Cannes. Donc, je me rappelle le fond bleu le film, Benani, Moufidat Latli, Ibrahim Hamina, et juste après le temps ديال الحكي اللي كيبدا ديال عمر كيبدا عاود le temps narratif اللي كان فيه. سي مرزاق علواش نبداو من لي ان سي. عاود نحكي لهاد الناس اللي كنشكرهم بزاف، فيهم دي زارتيست لطيفه، كاين عيسى نجلاء، كاين بينا، يون دي enfin les gens qui sont là, c'est des gens qui sont اللي مهتمين بالسينما. دونك ils sont là بغاو يعرفوا نرجعوا لليستوار ديالك من لي ان سي. لي ان سي اللي ما عرفتش واش كندير ما بقاش في الجزائر، حيت من بعد كملتي لا فورماسيون ديالك في لا فيميس. كانت ديك الساعه ما كتسماش لا فيميس. دونك vous êtes artiste de formation et de vocation. دونك نرجعوا بعدا في الاول لا فورماسيون ديالك سي مرزاق. Bon, c'est pas le donc effectivement, donc ça remonte à très loin. En fait, après l'indépendance de l'Algérie, donc dans les années 60. Comme ça s'est fait ailleurs, vu que l'Algérie était un pays jeune et que, à cause de ce qui s'était passé au niveau de la guerre de libération, de l'OAS, les pieds noirs, ce qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire les Français d'Algérie, sont partis en masse brusquement. Et donc l'Algérie se retrouve avec un pays nouveau, un pays jeune, mais avec un manque de tout, quoi, un manque d'enseignants, un manque. Donc sont arrivés en Algérie beaucoup de gens de tous les pays qui venaient aider ce jeune pays à naître, à se faire, etc. Et donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les jeunes
même qui n'avaient pas vraiment de diplôme, même qui n'avaient pas le brevet pour aller surtout faire des formations un peu partout dans le monde. Donc il y avait des invitations, il y avait une concurrence entre des pays comme l'URSS, la Bulgarie, l'Angleterre, etc. On se bagarrait pour former ces jeunes issus de ce pays qui était célèbre comme pays pour sa révolution et en même temps qui n'avait rien. Donc tous les jours dans la presse algérienne, on lisait des annonces, voilà, est-ce que vous voulez être aviateur, est-ce que vous voulez être ingénieur, agronome, ceci, cela, et donc il y avait toujours des endroits où on pouvait se présenter, et brusquement, donc moi j'étais employé à la Poste, j'avais quitté le lycée, j'avais même pas le bac, et j'étais donc employé dans un service de télégramme. Et il y a eu une annonce comme ça, dans le journal, parmi toutes les annonces, une annonce de création d'un institut du cinéma. J'ai dit, tiens, c'est pas mal, mais c'était vraiment comme ça. Donc, on est parti à plusieurs copains, on s'est présenté, et on a donc appris donc, que cet institut venait d'être créé par un petit groupe de Polonais qui étaient venus à Alger, qui étaient d'ailleurs passés par le Congo, où ils ont essayé de faire quelque chose, ils n'ont pas pu, ils sont venus à Alger, et donc ils ont créé, ils ont pu décider, les décideurs algériens de l'époque, qui étaient déjà des bureaucrates, etc., parce que nous étions quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'à 88, on était dans le parti unique, le FLN. Et vivre avec le parti unique, c'est pas très intéressant. Mais on pouvait faire des choses. Donc ils ont créé cet institut, on s'est présenté. Je me rappelle, je me suis présenté à l'examen, donc on nous a donné un appareil, on nous a dit voilà, vous avez des objets, posez ces objets comme ça et faites-nous un cadre. Donc moi j'ai fait le cadre et je croyais que c'était une caméra alors que c'était un appareil photo. Donc pour vous dire que j'avais pas le niveau. Et ensuite donc on nous a posé des questions, qu'est-ce que vous aimez, etc. Des questions qui étaient vraiment très intellectuelles et j'ai répondu un peu n'importe quoi. Mais en fait l'idée pour eux, c'était pas comme aujourd'hui, quoi, de faire une sélection, mais c'était d'essayer de prendre des gens, quoi, de prendre ceux qui avaient envie. Et donc, je me rappelle, pour cet examen, on était au moins 2500, et des filles, des garçons, c'était beaucoup de jeunes de cette période, et en fait, ils en ont pris une cinquantaine. Ensuite, on a commencé à étudier dans cet institut, mais en fait, on n'avait rien, il n'y avait aucun moyen. On était dans un immeuble désaffecté, et surtout, on n'avait ni caméra, ni rien, mais on avait ces professeurs qui nous emmenaient dans un endroit qui venait de se créer, et ça, c'est aussi pour discuter plus tard sur le problème du public. Et cet endroit, c'était la Cinémathèque d'Alger, qui a été, elle, créée par les Français, par le directeur de la Cinémathèque de France, Henri Langlois, qui a créé une cinémathèque à Alger. Et tout de suite, ça a été formidable pour nous, parce que là aussi, c'était la concurrence entre les pays pour alimenter la cinémathèque. C'est-à-dire que tous les pays nous ramenaient des stocks de films. Et donc, les professeurs nous disaient, bon, on n'a pas de matériel, mais en attendant, on va regarder des films, parce que ce qui est très important, c'est de regarder des films. Regarder des films, c'est quelque chose de fantastique, et nous, on va vous apprendre à regarder des films. Donc, c'est une période où on regardait 5 films par jour, ce qui était beaucoup. Et on était interne, et donc voilà, on a avancé comme ça. Ensuite, comme il n'y avait pas ce matériel, on a commencé à faire des grèves, on a commencé à faire des manifestations devant l'Institut. Tout de suite, après ça, il y a le coup d'État du 19 juin 1965, je crois, ouais, 1965. Et là, donc, on est un peu dans une nouvelle situation. On commence à sentir aussi que
cet institut n'intéresse plus personne. Et on commence à nous dire, voilà, on va vous envoyer faire terminer ailleurs. Donc une partie a été envoyée en Pologne, une autre partie a été envoyée à Paris. Voilà, donc, et là c'était assez terrible parce que c'est une période où on n'avait pas dans l'esprit comme aujourd'hui l'esprit de haraga. On n'avait pas l'esprit de partir, de quitter le pays. Et pour nous, on était vraiment bien en Algérie, on était bien à Alger, il y avait l'ambiance, etc. Et donc c'était très dur, donc on est parti. On a fait des films diplômes. Croisement. Voilà, on revient à Alger. Il y a l'office du cinéma, puisque entre-temps, le cinéma est nationalisé. Donc on ne peut pas faire de cinéma ni de théâtre en dehors des offices de l'État. Donc tout est étatisé, la production, la distribution, personne ne peut travailler en dehors du cadre. Et quand on est cinéaste ou quand on est homme de théâtre ou acteur, etc., on est salarié. On a un salaire. Si on veut travailler, on travaille. Si on ne veut pas travailler, on ne travaille pas, mais on a un salaire. Donc nous, on revient. Et avec nos diplômes, on est très contents. Mais là, tellement il y avait eu des problèmes, donc j'ai été très vite, on passe sur les problèmes, qu'on s'est retrouvés, on était une dizaine. Tout ça, on est devenu un petit groupe. Et là, donc, au niveau de cet office de cinéma, on dit, voilà, on voudrait travailler. Maintenant, on a fini. Et le directeur, qui était un cinéaste, mais de la génération d'avant, il nous dit, l'Ahédob. Alors, il a dit, l'Ahédob, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas des mendiants, on veut travailler. Il a dit, non, il n'y a pas de travail. Donc, il nous a envoyés à l'Office des actualités algériennes. On a un peu fait des stages. On était surtout exploités parce qu'on nous faisait porter les valises, les caméras, etc. Mais on faisait rien. Donc on a commencé à se plaindre parce qu'on était un peu turbulent. Et là, donc, on a écrit une lettre au directeur, aussi qui était un autre cinéaste de la génération d'avant, et qui nous a renvoyés. Donc il nous a renvoyés, il nous a dit allez voir le ministère de la Culture, ils vont régler votre problème. Pour moi je ne veux plus de vous ici. Donc on est parti voir le responsable de l'audiovisuel au ministère. On lui a dit écoutez, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va devenir? Et ce gars il nous a dit oui, je suis au courant. On dit que vous êtes des communistes, donc on ne peut rien faire pour vous. Je vais essayer de vous trouver un stage en France. Alors, on lui a dit, mais on n'a pas envie d'aller, on revient de France. Il a dit, non, mais c'est mieux pour vous, sinon ici, il n'y a rien, et surtout, je vous conseille de rester là-bas, quoi. Donc, en fait, on a été envoyé en France, et là, on a fait un stage à la télévision française qui servait à rien, et je suis resté 5 ans. Et en fait, donc, dans mon parcours, c'est en fait l'État algérien, les représentants de l'État algérien, qui m'ont proposé la première fois de partir. Alors qu'aujourd'hui, on dit que c'est les jeunes qui veulent partir. Moi, c'était nous, le petit groupe, c'est les gens de l'État qui nous ont dit partez, allez en France. Donc ensuite, on est revenu parce que on nous a dit qu'il y avait des choses qui se passaient, il y avait la révolution agraire, il y avait voilà, le socialisme spécifique, etc. On est revenu, j'ai tourné un petit film sur la révolution agraire, et donc j'ai participé aussi en Algérie à des campagnes de présentation de films dans les camions du cinéma itinérant, cinéma en plein air, qui avait été laissé par l'armée française. Donc on allait présenter des films aux paysans. On présentait donc l'art de Chahine, on présentait des films, des films engagés, des films de lutte, etc. Bon, je m'apercevais d'ailleurs que les paysans, ils les regardaient même pas, ils s'intéressaient pas, ils s'en foutaient. On faisait aussi du volontariat. Et là, j'avais commencé à écrire un scénario pour faire
mon premier long métrage. Et d'ailleurs, je l'ai relu il y a quelques temps et je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas tourné parce que c'était vraiment un film de propagande sur la révolution agraire avec les gentils, les méchants, etc., le propriétaire terrien, les paysans révolutionnaires, etc. Enfin, c'était vraiment un scénario de langue de bois. Et puis, donc, j'ai fait de l'assistanat. Donc, j'ai été intégré à l'Office du cinéma, donc salarié. Donc j'avais un salaire de base. On vivait dans l'Algérie socialiste où on avait des petits salaires, mais on était très contents, sauf qu'il n'y avait rien dans les magasins. Donc voilà, on faisait la queue, il y avait des pénuries, des fois on nous ramenait des bananes, des fois on ramenait du fromage, des fois. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de parler de mon quartier et des jeunes. Donc, alors, il y avait un peu une controverse, c'est que il y avait beaucoup de jeunes qui étaient engagés politiquement, qui faisaient la révolution agraire, etc. Et donc, on me disait, il faut parler des jeunes qui sont militants. Et moi, je répondais que j'avais pas envie de parler des jeunes militants, parce que, ok, ils sont militants, c'est très bien, mais j'ai envie de parler de choses que je vois tous les jours dans mon quartier, c'est-à-dire que les jeunes sont très mal dans leur peau, ils ont des problèmes, il y a un problème de frustration, il y a un problème entre les garçons et les filles, il y a deux sociétés qui se côtoient, et puis il y a cette histoire de Rejla, cette histoire aussi de Chabi, et surtout l'invention aussi d'un langage populaire, avec des mots qui sont très intéressants. Et donc, voilà, donc j'ai écrit le scénario, je l'ai présenté à une commission. Il y avait une commission, donc j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, écoutez, moi je voudrais faire mon premier film, donc dites-moi qu'est-ce qui vous plaît pas dans mon scénario, et je le change. Et alors, il y avait deux personnes dans cette commission, je pense qu'ils sont morts, et les deux donc se sont mis à écrire leur propre scénario, en me disant, voilà, tu fais ça, là, tu fais ça, etc. Et il faut qu'il y ait ceci, il faut que les personnages fassent ça, etc. Et moi, je notais. Et ils m'ont dit, bon, tu as bien compris, hein, c'est ça que tu dois faire. J'ai dit, oui, oui, merci. Et donc, j'ai tourné, je savais qu'ensuite, ils n'allaient même pas voir le film. Donc, j'ai tourné ensuite le film que j'avais envie de tourner. Et on l'a montré, parce qu'à l'époque, on montrait notre film au ministre de la Culture, dans une petite salle de l'Office du cinéma, avant de le terminer. Et là, le ministre de la Culture dit ce qu'il en pense. Et il doit nous dire aussi ce qu'il faut changer. Donc le ministre de la Culture, qui est devenu un responsable maintenant, qui est devenu il essaye de monter son parti islamiste, mais qui était un socialiste à l'époque, et il dit bon, ça va, c'est bien, c'est un film comique, c'est intéressant, il y a un film comique, bon, j'aime pas trop cette manière de parler. J'ai dit, mais cette manière de parler, c'est comme ça qu'on parle dans mon quartier. Il dit, oui, mais ton quartier, c'est pas l'Algérie. J'ai dit, non, mais je sais pas, mais je pense qu'on parle comme ça dans tous les quartiers. Et il dit, mais Gatlato, il faut enlever ça. Parce que Gatlato, ça veut rien dire. J'ai dit, non, c'est un mot, ça peut dire Rejla, Gatlato, c'est comme ça quand on montre quelqu'un qui est vraiment très macho, etc., on dit Gatlato, Rejla. Il m'a dit, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc j'ai dit, ok, j'enlèverai. Et donc il m'a donné le ok pour pouvoir terminer le film. Mais entre-temps, il a sauté, donc il n'était plus ministre. Donc il n'a pas pu voir. Donc voilà, donc en fait, ça a commencé très bien et très mal en même temps. Mais pour le montage financier, donc... Ah oui, le montage financier, donc une fois que le film, le scénario est accepté, on a tous les moyens. C'est-à-dire tous les moyens, mais avec des normes. Hein, des normes de budget et des normes aussi de matériel qui existent. Puisque ceux dont je parlais, qui étaient les patrons du cinéma algérien, avaient tourné des films et ils avaient fait acheter
du matériel. Le matériel se trouvait là. Alors ce matériel, c'était des caméras, c'était des rails, des travelling, etc., même des grues. Et quand eux ne tournaient pas, et que nous, on pouvait tourner, on pouvait utiliser ce matériel comme on le voulait. Il y avait juste, par contre, une disparité entre le budget qu'ils avaient, le temps de tournage qu'ils avaient, et le temps de tournage et le budget qu'on avait nous. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis. Juste une question, parce qu'à l'époque, je sais que c'était du osé. D'ailleurs, vous êtes considéré comme un casseur de tabous, même avec votre dernier film. Donc, je voulais juste, pour Omar Betlatou, un fan de Chabi, et puis un homme macho, mais à l'époque, ça dérangeait en quoi tout ça? Ben, écoutez, ça dérangeait parce qu'on était au lendemain de l'indépendance. La plupart des cinéastes donc, tournaient des films sur la guerre de libération, des films, disons, que moi j'appellerais plutôt des films de guerre, non pas des films de réflexion sur ce qui s'était passé, puisqu'il y avait quand même, jusqu'à présent, hein, maintenant il y a des bagarres sur l'écriture de l'histoire. À l'époque, il n'y avait aucune bagarre, il y avait une écriture de l'histoire qui était claire et nette, donc qui n'existait même pas, l'écriture de l'histoire. Mais voilà, donc on montrait comment on avait chassé les Français, comment on avait des héros, donc il y avait des héros. Dans les magasins d'accessoires, il y avait tout ce qu'on voulait, les armes, les uniformes, etc. On pouvait avoir des jeeps, on pouvait avoir des camions. Et l'essentiel, c'était de raconter ces histoires. Mais en fait, il n'y avait pas de directive. On ne nous disait pas, vous devez tourner tel type de film. La preuve, c'est que quand j'ai tourné Omar Betlatou, personne ne m'a dit pourquoi vous avez tourné ce film. Pourquoi vous racontez ce genre d'histoire. À ce propos, il y a quelque temps, il y a juste un journaliste algérien de cette période qui a posé la question de dire mais Al-Ouesh n'a jamais tourné un film sur la Révolution. Donc c'est maintenant qu'il s'est posé cette question. Je crois qu'elle t'a plu. Oui, c'est normal. Donc, passons un peu aux choses sérieuses. Surtout le contenu de vos films. C'est-à-dire vos positions concernant l'intégrisme. Vous étiez l'un des rares qui ont le râleau à haute voix. Ce qu'ils pensent. Donc surtout Benz le repenti, mais Qbel aussi, hein, parce que le repenti déjà, l'idée à 99, si je me trompe pas, c'est-à-dire l'idée de 99, et le film est sorti. Lequel le repenti. Le repenti, non. Oui, l'histoire. Oui. Donc concernant concernant l'intégrisme, parce que tu وريك الموقف ديالك قبل حتى ما تبدا بشويه العشريه السوداء في الجزائر. D'abord parce que en fait je pense que ce premier film Omar Betlatou m'a beaucoup aidé parce que c'est la source un peu de mon travail, parce que ça a été un film populaire. Un film très populaire qui a circulé beaucoup en Algérie. J'ai circulé avec ce film dans beaucoup de salles de cinéma à travers le pays. D'abord, j'ai vu que tout le monde comprenait ce langage algérois, etc. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'étudiants. On a fait beaucoup de débats avant qu'il sorte à l'étranger. Ensuite, quand il a été pris à Cannes, il a beaucoup circulé à travers le monde. Donc, voilà. Donc, à la rigueur, ce qu'ils pouvaient dire, les autorités, c'est que c'était bien, c'était un très bon film comique. Voilà. Ils ont essayé de lui donner. Donc, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était bien pour moi de faire mon travail comme j'avais envie de le faire, parce que je considère que je suis un cinéaste épidermique.
C'est-à-dire que quand j'ai envie de travailler sur un sujet, je ne me pose pas de questions que se posent peut-être beaucoup de cinéastes arabes dans tous ces pays arabes, où vraiment le manque de démocratie entraîne l'autocensure. C'est-à-dire que nous savons tous quelles sont les lignes rouges, quelles sont les choses qu'il faut éviter, ou bien... Et donc, nous en Algérie, je parle de cette période du parti unique. Nous avions par exemple dans le théâtre quelqu'un qui s'appelait Al-Lola, qui a été assassiné par les intégristes. Et Al-Lola donc nous présentait des pièces où il racontait des choses que nous devinions. C'était vraiment très intéressant parce qu'on allait voir ces pièces et on se regardait, on disait il est en train de parler de ça, mais il parle d'autre chose, mais voilà. Donc on avait toujours ce rapport avec le public où des gens, par exemple, venaient me dire qu'ils avaient compris certaines choses dans Omar el Gâteau auxquelles moi j'avais même pas pensé. Et pour eux, c'était des messages subliminaux, c'était des trucs. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et ensuite, mes films, j'ai toujours travaillé de la même manière. Je me disais, je préfère qu'on me censure plutôt qu'on m'autocensure, que je m'autocensure. Bon, mais c'est vrai quand même que sur certaines situations et sujets, je me sens m'autocensurer. Il y avait des choses, voilà, bon, la sexualité, on sait très bien jusqu'où on peut aller, etc. Par contre, l'arrivée progressive de l'intégrisme, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. J'ai pas eu peur parce que comme je suis d'un quartier populaire et que je retournais dans un quartier populaire, j'ai vu un peu qui étaient ces jeunes qui devenaient brusquement intégristes. Avec certains, j'y croyais même pas. J'arrivais pas parce que... 17 ans, 18 ans, pas. On menait des débats. On était face à eux et c'était des débats très absurdes. Ils racontaient des choses tellement absurdes. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est qu'ils allaient passer à la violence, à ce genre de violence. Ça, on n'imaginait pas. Mais la violence verbale, par exemple, leur problème par rapport à la femme, ils reprenaient ce qui se disait dans la société. C'est-à-dire que on n'avait pas besoin d'être islamiste pour être contre la femme, pour empêcher la femme d'être dans tel endroit, pour avoir les agressions sexuelles, etc. C'était pas obligé d'être islamiste. Alors, donc quand on a appris que, par exemple, on jetait du vitriol sur les visages des jeunes filles à la sortie de l'université, c'était pas nouveau. C'est-à-dire que bien avant ça, il y avait des agressions, il y avait des trucs. Donc la société était déjà en train de s'islamiser depuis l'indépendance, ou peut-être même déjà dans le maquis. Alors on avait quelque chose aussi de très intéressant en Algérie, c'était les femmes moudjahidettes qui étaient toujours aux avant-postes quand il s'agissait de tenir tête à l'intégrisme, aux islamistes, et qui sortaient, et qui avaient donc quand même, elles étaient respectées. Donc il y avait un peu ces deux sociétés, mais dans tout ça, donc moi je me disais, je vais travailler sur cette société algérienne, quoi qu'il arrive, tant que je peux le faire, et même si les choses changent, j'essaierai de tourner mes films. D'accord. Donc, vous passez avec fluidité, mais bien une comédie et un drame d'ailleurs. Chouchou, c'est un film qui a fait 4 millions d'entrées à l'examen. 4 millions. Parce qu'on a beaucoup d'exemples chez nous, par exemple, et même chez vous en Algérie, des gens qui font les 25 000 entrées les premiers mois, ils considèrent ça comme une gloire. Alors, 4 millions d'entrées avec Chouchou. Mais revenu juste après, un drame. C'est-à-dire parce que c'est pas évident, c'est-à-dire de passer d'une comédie à un drame, retourner, c'est-à-dire et garder, c'est-à-dire
كل واحد يبقى بلي فرونتيير ديالو il y a pas de souci. Donc ces allers-retours, vous faites comment en fait pour... Je sais pas, je travaille, c'est-à-dire que je travaille selon les périodes, selon des choses qui m'intéressent. Donc, avant de tourner Chouchou, j'ai tourné un film qui s'appelle L'autre monde, qui a été vu très peu, qui est sorti en France. Il y a eu 5000 personnes qui l'ont vu. Il n'est même pas sorti en Algérie, j'ai pas pu le sortir en Algérie, qui parle du terrorisme, c'est un autre registre, ouais. Qui est très dramatique. Et après, j'ai envie, bon voilà, c'est des histoires de rencontres. C'est-à-dire que je vivais en France. Donc, tout en vivant en France, j'avais pas très envie, j'ai jamais eu très envie de parler de la France. J'ai pas eu envie d'avoir des thèmes sur ce qu'on appelle les beurs. Je connais pas trop. J'ai fait un film un peu où il est question des beurs dans Salut Cousin, mais toujours en gardant le côté, le rapport entre l'Algérie et la France, le rapport entre les émigrés de là-bas et les gens du bled. Mais j'ai pas eu envie. Donc Chouchou, c'était, encore une fois, c'était l'occasion, bon, à partir d'un sketch qui m'a vraiment beaucoup ému, et cette rencontre avec Gad que j'avais eue, donc il m'a proposé, c'est lui qui m'a proposé de faire ce film. Bon, il y a eu pas mal de grincements dedans parce qu'on ne voulait pas, au niveau des productions, on ne voulait pas que ce soit moi qui le fasse. Donc il y a même des cinéastes qui lui ont reproché de m'avoir donné la réalisation de ce film. Mais entre le sketch, si vous regardez le sketch et le film, dans le film on arrive à faire passer aussi beaucoup de messages sur la tolérance, aussi sur beaucoup de problèmes. Et dernièrement, on a lu dans une revue française que en fait, c'était le premier film et le seul film qui parle du mariage gay. Hein. Et j'étais très content parce que tout de suite, j'ai voulu le passer à Alger, juste après la sortie en France. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus et beaucoup d'homosexuels algériens qui étaient un peu secrets comme ça, qui sont venus me voir pour me dire merci de parler de nous, c'est vraiment sympa, etc. Donc, en fait, là aussi, c'est pas juste un film comique. C'est un film où on pose des problèmes et dans la comédie. Aujourd'hui en Algérie, on est par exemple très ironique sur ce qui se passe dans le monde arabe, qui est l'idée comme quoi nous on a tout fait entre 88 et 90. Et ça vous inspire pas ça pour faire un film, c'est justement cette peur du futur et de se dire nous on a tout fait. Écoutez, je l'ai fait dans Normal, quand on regarde bien Normal. Moi, depuis maintenant 93, je vis en France. J'habite en France, je reviens très souvent en Algérie, malgré le fait qu'on me dit, bon, si tu pouvais nous foutre la paix, ce serait bien, puisque tu vis en France, travailles sur la France, pourquoi tu viens te mêler de nos affaires? Et ça, c'est beaucoup de gens qui me disent ça, des cinéastes, des journalistes, etc., et qui n'aiment pas trop le travail que je fais. Mais il y a quelque chose quand même de très intéressant qui s'est passé en Algérie, c'est qu'on a eu effectivement, octobre 88, des émeutes au niveau national, des émeutes qu'aujourd'hui on commence à un peu comprendre comme étant une grosse manipulation entre les clans qui ont fait sortir les jeunes dans les rues. Il y a eu des morts, beaucoup de jeunes sont morts, l'armée est intervenue et tout de suite après il y a eu donc l'éclatement du parti unique, 150 partis qui se créent, dont le principal parti c'est le FIS, et ensuite on a vécu une petite partie qui a été un peu démocratique, hein, avec des réformes, avec donc effectivement des réformes dans l'audiovisuel, l'émergence des associations de femmes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et moi ce que j'ai fait, c'est que en 88, juste après les émeutes,
j'étais en Algérie, donc en 88, mais on ne pouvait pas, c'était le début de la vidéo, c'était pas comme maintenant, tout le monde n'avait pas les téléphones portables, etc. Et donc, moi j'ai pas pu avoir de caméra pendant les émeutes, mais tout de suite après les émeutes, j'ai obtenu une caméra, une petite caméra, et là j'ai filmé, j'ai archivé des choses, et j'ai archivé surtout les premiers témoignages sur la torture. Alors, dommage, j'ai pas pu ramener ce film. J'ai appelé ce film L'Algérie en démocratie. Donc, après les émeutes de 88, brusquement, la société civile algérienne apparaît. Et il y a publiquement, dans des grandes salles, les gens se réunissent et on commence à dénoncer la torture. Les gens racontent comment ils ont été torturés avant la veille des émeutes. C'est-à-dire qu'on venait leur poser la question sur les émeutes qui allaient avoir lieu alors qu'ils n'étaient même pas au courant de ces émeutes. Et donc, là, une majorité de cinéastes algériens n'ont pas bougé, sont restés à l'écart de ce qui pouvait être filmé, de raconter l'histoire. Et donc, après j'ai tourné une première manifestation. La première manifestation qui n'était pas une manifestation officielle, justement où des gens se sont retrouvés à l'université de Bavasoir, une grande université à la sortie d'Alger, et ils voulaient défiler pour aller jusqu'au cimetière où étaient enterrés des jeunes. Et bon, la police les a bloqués, etc. Donc j'ai filmé ça avec ma petite caméra. Il y avait moi qui filmais et un autre type qui filmait. Et le type est venu vers moi et il avait une petite caméra. Il m'a dit, toi tu es dans quel service? J'ai dit, je suis dans un autre service. Donc il pensait que j'étais un policier parce qu'il n'y avait que la police qui filmait. Et après ça, donc, on a vu la détérioration de la situation, mais j'ai pu tourner mon film Bab el Oued City, qui est un film justement sur la montée de l'intolérance dans une période où déjà la violence se mettait en place. Et après aussi, il y avait l'autre monde. Oui. Et justement, pour l'autre monde, donc le film montre des choses qui n'apparaissent pas, par exemple, dans des reportages à la télé. Par exemple, la vraie nature de la violence des islamistes. Moi, je voudrais savoir comment avez-vous conduit vos repérages? Les repérages, c'est surtout que je pense qu'au Maroc c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'on pose des questions, on a toutes les informations sur ce qui se passe, etc. C'est très facile de mettre en place une histoire, parce que tout se raconte. À partir d'une histoire, d'une petite histoire banale, on peut tourner un film. Le problème, c'est juste avoir envie ou non de tourner des films. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a l'impression que face à des situations, nos caméras deviennent muettes. C'est-à-dire que les caméras, c'est des objets. C'est les cinéastes qui deviennent muets. C'est les hommes de théâtre qui deviennent muets, qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Ben c'est ça, c'est ce qui se passe un peu dans le monde arabe depuis déjà très longtemps. Et donc moi je suis allé beaucoup dans des festivals qui se passaient dans les pays arabes, je voyais les films arabes et tout. Et très souvent je suis déçu parce que je vais voir les films qui viennent de ces pays que je ne connais pas. Et j'ai l'impression de rien apprendre, quoi. C'est des espèces d'histoires qui sont, je sais pas, qui sont rien du tout, voilà. Bon, si on parle d'une grande cinématographie comme la cinématographie égyptienne, elle nous a pas raconté grand-chose, cette cinématographie, pendant des décennies. Et il y avait quelques cinéastes un peu marginaux, un peu Shahin, un peu Tofir Salah, Abou Seif, qui nous racontait la vie des Égyptiens. Le reste, c'était des histoires de salons, etc., qui ont créé un public pendant des années, un public qui a rêvé avec Abdelhalim Hafez, avec les films musicaux, etc. Et vous avez accompagné surtout, on va dire, deux générations, parce que dans Normal,
c'est une autre génération. Quand je vois Nabil Asli, Khalid Ben Aïssa, le film, c'est pas l'époque justement des cinéastes qui ont joué dans Omar Gtlet. Donc, pour vous, vous avez accompagné deux générations, peut-être même la génération Jayan Charla. Donc, en Algérie, est-ce que les cinéastes, surtout les acteurs, actrices, donc ils cherchent en Marzaq al-Ouache un refuge? Parce que pour ceux qui sont là déjà dans la place, ben, ils cherchent les anciens. Alors que vous, dans le normal, c'était un groupe de jeunes. Même les discussions entre ces jeunes-là, ça montre que le metteur en scène déjà, il connaît la mentalité de ces jeunes-là. Oui, je vous dis, chaque fois que je vais à Alger, c'est vraiment très facile de sentir ce qui se passe, de voir un peu la situation, etc. Mais les choses ont changé en Algérie. Les jeunes, maintenant, quand je retrouve ces jeunes, c'est des jeunes qui font du théâtre et qui se bagarrent pour faire du théâtre, qui se bagarrent pour passer leurs pièces, qui sont des pièces parfois iconoclastes, des pièces critiques, hein, qui sont très critiques, parce que c'est la société qui veut ça, la société a changé. Moi je me rappelle quand il y a eu le fax, quand on a créé le fax, j'ai rentré un fax en Algérie que j'avais acheté en France, on me l'a enlevé à l'aéroport et on m'a dit il faut que tu ailles t'inscrire au ministère des télécommunications pour qu'on te rende le fax. Et donc je me suis dit, mais c'est bizarre ça. Mais pourquoi le fax? Parce que c'était une époque où on avait peur qu'à travers le fax, on fasse rentrer des... C'est ce qui a été fait, on a fait rentrer des bouquins par fax. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez interdire quand vous voyez que tout circule sur Internet? Les jeunes qui habitent dans ces pays, les jeunes qui sont en Algérie, savent que de toutes les manières, ils peuvent se mettre avec leur téléphone portable, face à leur téléphone portable et dire ce qu'ils ont envie et le placer sur Internet. Donc, quand ils montent des troupes de théâtre, il y a des troupes de théâtre qui montent, ces jeunes que j'ai connus, ils font du théâtre. Ils font du théâtre, alors leur bagarre est souvent contre les moyens pour monter leurs pièces et contre tous ces gens qui sont installés dans le théâtre, les metteurs en scène, les acteurs, etc., et qui sont là pour bloquer les autres, pour bloquer les jeunes. Donc effectivement, maintenant, ils savent aussi qu'il y a un moyen de s'exprimer dans le cinéma, mais pas dans les films, pas dans les films de commande, pas dans les films officiels, mais dans des films comme ça qui peuvent se faire très vite avec des petits moyens. Et donc ce bouleversement, il est mondial. Vous faites des films d'actualité, choses qui nous montrent d'ailleurs dans tous les pays du Maghreb, alors qu'il y en a beaucoup qui font, alors, par exemple en Algérie, la mode c'est les films Flam Tarikhiyat, Tsaouriya. Donc vous, ça ne vous intéresse pas tout ça, Non, les films Tarikhiyat, c'est pas une mode, c'est comme ça en Algérie, alors, je sais pas, moi... C'est lié à des événements, peut-être. Il faudrait un psychanalyste pour voir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que quand on ne peut pas parler du présent, on va chercher des sujets dans le passé. C'est plus simple, c'est plus confortable. Alors, et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Oui, c'est très bien, oui, parle du passé. C'est bien, donc on va te donner les moyens. » On va te donner les moyens, parle du passé, mais fous-nous la paix sur le présent. Ne nous parle pas du présent. C'est parce que le présent, c'est compliqué, c'est très compliqué pour toi, et tu vas aller vers des choses qui khatek. Alors, je vais donner un exemple sur parler du présent. Parler du présent, c'est l'image. Alors, le cinéma, c'est l'image. Et les autorités de tous nos pays sont vraiment très sensibles à l'image qu'on donne. L'image qu'on doit donner d'un pays. Donc, bien sûr, vous avez vu que maintenant, tous les pays sont décorés de la même manière. Il y a de la publicité, il y a des arbres au bord des routes. À Alger,
C'est la révolution du palmier, il y a des palmiers partout. Voilà, donc la belle image. Alors, dès que l'image ne correspond pas, il y a comme ça un truc bizarre qui se passe. Alors, donc, moi je filme, par exemple, je pose ma caméra et je considère que les rues des villes d'Algérie sont très sales. Elles sont sales. Et il y a des ordures partout. On ne ramasse pas les ordures et on a l'impression que les gens se sont habitués à être sales. Et je me pose la question, je me dis, bon, quand même, dans l'islam, il faut la propreté, etc. Comment ça se fait que tout est sale? Comment ça se fait que quand on rentre dans un restaurant, dans un café, les toilettes sont sales, on regarde dans les cuisines, c'est sale, etc. Donc, moi, je ne tourne pas des films sur la saleté. Mais quand je tourne mes films, je ne mets pas ma caméra d'une certaine manière pour éviter la saleté. Alors, je me retrouve dans des situations où, par exemple, mon film Les Terrasses, mon dernier film, je le présente à Abu Dhabi et je rentre dans la salle pour présenter le film qui va être diffusé. La salle est pleine de monde et au fond de la salle, il y a des femmes, avec des foulards bien sûr, et un drapeau algérien. Alors je me dis, c'est bizarre, ça. Déjà, il y a des drapeaux algériens dans les stades, et quand il regarde, il y a même des drapeaux algériens dans des matchs où il n'y a pas l'Algérie qui joue. Et là, dans un cinéma, donc, ça devient quand même un peu extraordinaire. Et dès que je commence à marcher pour venir présenter le film, elle commence à pousser des you-you. Les you-you, c'est le mariage, je sais pas. Donc j'étais content. Elles sont là. Alors, c'est l'ambassadeur qui arrive, quoi. Je suis l'ambassadeur, donc on me reçoit comme l'ambassadeur qui va faire, on dit, il représente l'Algérie et tout. Je présente le film, je dis voilà, c'est un film qui parle des situations en Algérie, et tout à l'heure, après le film, on discutera. Et donc encore you-you, je sors, voilà, je reviens pour parler du film, et une des femmes, le drapeau a disparu, tout de suite il a été mis dans un sac, et la première qui prend la parole, c'est une femme qui se met à crier, et qui me dit, tout ce que vous racontez, c'est des mensonges, ça n'existe pas, l'Algérie c'est pas ça, vous montrez une fausse Algérie, Tahia al-Jazair, elle se met à crier, Tahia al-Jazair. Je dis, bon, ça va maintenant, calmez-vous, c'est bien, Tahia al-Jazair. Il dit, mais quand vous dites Tahia al-Jazair, ça veut dire que moi je dis Abba l'Algérie. Vous n'avez rien compris. Moi je dis pas Abba l'Algérie, je tourne un film. Et oui, mais tout ça, vous montrez des choses qui n'existent pas. J'ai dit, peut-être ça n'existe pas, mais vous avez compris que c'était une fiction. Mais sauf que quand je pose ma caméra, je ne construis pas des décors. Et elle me dit, ouais, mais il y a des saletés partout, c'est pas ça l'Algérie. J'ai dit, non, malheureusement, il y a des saletés partout. C'est ça aussi l'Algérie. Quand vous roulez sur les routes, je n'ai pas montré ça dans le film, vous roulez sur les routes et vous voyez des canettes de bière et des bouteilles de bière tout le long de la route, et je pense qu'il y a ça au Maroc, je pense qu'il y a ça en Tunisie, je pense qu'il y a ça partout. Donc, au lieu de le cacher, il faut qu'il n'y ait plus ça. Comme ça, moi, je ne pourrais pas les montrer. Je vais pas ramener un décorateur pour mettre des ordures, quand même. C'est des ordures qui sont là. Donc, voilà. Donc, c'est cette image. Et ensuite, il y a eu un petit débat parce qu'il y avait d'autres Algériens. Et quelqu'un lui a dit, mais si c'est aussi beau que ça l'Algérie, pourquoi tu es là? On te connaît, tu es là, tu es expatrié à Abu Dhabi, pourquoi tu ne rentres pas en Algérie, puisque c'est un très beau pays? Et donc elle a dit, non, moi je connais tout ça, mais j'aime pas qu'on le montre. Voilà. Donc il ne faut pas montrer des choses. Mais ça devient presque, c'est comme un combat d'arrière-garde. Moi je pense qu'on est sur la bonne voie, il suffit juste que les artistes soient courageux. J'ai juste une question. Par exemple, là maintenant en Algérie, il y a moins de 17 salles. Il n'y a pas de salle de cinéma. Ça sont des salles de fête et tout, ce que vous voulez. Hein.
c'est qui colle dans le cerveau des jeunes? Marzaq Alouache est un casseur de tabous. C'est qui s'en occupe? C'est fou quand même. C'est des jeunes qui ne regardent pas de films, d'ailleurs comme chez nous, preuve. Mais ces jeunes-là, ils considèrent Marzaq Alouache comme un casseur de tabous. Et pire, on agresse même les acteurs parfois, ceux qui ont joué dans des films. D'ailleurs, nous aussi, on a la preuve. Par exemple, pas mal de fois, du moment qu'il ose exposer son point de vue, il y a un problème. C'est qui s'en occupe? Parce que c'est hallucinant quand même. Moi, je sais pas, je ne peux pas faire d'analyse. Le problème, c'est que au niveau des médias, déjà, donc il y a toute une levée de bouclier chaque fois que j'ai un film. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on leur dit de faire ça ou si ça vient comme ça de chez eux, quoi, de leur tête. Moi, je m'en fous un peu. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur, par exemple, quand on met... parce que mes films sont piratés. Les films sont piratés, ils sont mis sur Internet. Alors, je vois que beaucoup de gens les regardent. Le film Le Repenti, il est sorti en une semaine, il a eu 50 000 qui l'ont vu et tout. Et les commentaires, c'est tous des commentaires. Il y a 150 commentaires, et c'est des commentaires qui m'insultent. Donc voilà, toujours la même chose, c'est quoi ce film, ça parle pas d'Algérie, ça raconte rien, cette histoire elle tient pas debout, mais c'est surtout des insultes. Donc je me dis que bon, sur Internet, tout peut arriver, donc ça peut être les mêmes qui remettent les commentaires, qui changent, etc. Donc je m'en fous un peu. Par contre c'est au niveau des médias algériens, de journaux, de tous les journaux, francophones, arabophones, etc., qui se donnent le mot pour soit démolir mon film, démolir mes films et au passage m'agresser, m'insulter, tout en disant que c'est moi qui suis agressif, soit de passer sous silence. Donc depuis quelque temps, la technique, c'est de passer sous silence l'existence. C'est-à-dire que quand je tourne un film et qu'il va quelque part, mon film, c'est pas un film algérien, c'est un film chinois, c'est un film mexicain. Donc on n'en parle pas, voilà. Donc là, mon film Les Terrasses vient d'être dans un festival à Luxor. Il a eu un prix. Ben on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, moi, j'existe pas, mais je sais que quand j'ai l'occasion de présenter un film en Algérie, je sais que il y a du monde qui vient voir le film, il y a les anciennes générations et les nouvelles générations. Et le problème, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que malheureusement, la grande frustration, c'est qu'on n'a plus, comme dans les années 70, la confrontation avec le public dans des salles à travers tout un pays, puisqu'il n'y a plus de salles. Donc, la grosse contradiction, c'est que, alors qu'il n'y a plus de salle, alors que le public ne va plus voir les films, on a encore peur du cinéma. Et c'est ça qui est un peu incompréhensible, donc, sauf si on comprend qu'on a peur de l'image qui est montrée à l'étranger. C'est-à-dire que ce qu'on n'aime pas, c'est que mes films passent à l'étranger. Voilà. C'est que je présente mes films à l'étranger. Et voilà, donc je suis à Rabat, je viens présenter mes films, donc je sais que même s'ils n'écrivent pas, on dit mais qu'est-ce qu'il va faire à Rabat? Pourquoi il va à Rabat? Là, donc il se mêle d'aller à Rabat, voilà, donc les frontières sont fermées, il va présenter son film à Rabat. Ou bien pourquoi il présente son film à Abu Dhabi? Pourquoi il présente son film à Doha? Mais ils ne disent pas pourquoi il n'y a pas de salle en Algérie. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne met pas de l'argent pour qu'il y ait des salles? Donc on est dans cette contradiction qui m'emmène, moi, qui est connue d'autres périodes, à me poser la question que se posent parfois des cinéastes: pourquoi je fais des films? Pour qui je fais des films? Et je me dis que, bon, quelque part, ceux qui ont envie de voir les films finissent par les voir. C'est pour ça que, finalement, je devrais être contre le piratage, mais je suis à moitié contre. Voilà, bon, bien que regarder un film dans une salle, comme à l'époque, où on sent les choses, où on est en communion avec le public, c'est autre chose que de regarder sur un ordinateur ou à la télé. Alors mes films aussi ne passent pas à la télévision algérienne.
depuis Omar Lato, je pense que j'ai 2 films seulement, mais de mes premiers films, qui passent sur les chaînes algériennes. Mais les gens me disent qu'ils les regardent parce qu'ils passent parfois les chaînes marocaines ou tunisiennes. Même quand il y en a coproduction. Oui. Ce qui est drôle d'ailleurs. Oui, j'ai eu des coproductions, la télé algérienne coproduit mes films et elle ne les passe pas. Et donc les gens les regardent je crois que lequel c'est le Haraga, et a été vu à Nesma, je crois, aux 2 ans, ils l'ont passé, peut-être, je ne sais pas. Marzaq Alouache, vous avez déjà déclaré que les cinéastes arabes ont un devoir d'engagement dans leurs films. Un cinéaste arabe, je cite, ne peut pas raconter une histoire d'amour comme ils faisaient les Égyptiens dans les années 30, en occultant la société. Oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je raconte. C'est-à-dire que le devoir d'engagement, c'est de voir des problèmes dans notre société et de faire des films, de tourner des films qui n'évoquent pas, au moins évoquer ces problèmes. Donc, effectivement, je ne peux pas aujourd'hui aller à Alger et tourner une histoire qui racontera les amours d'un jeune et d'une fille dans une société apaisée. La société algérienne n'est pas apaisée. On vient de sortir d'une période de plus de 10 ans de violence extrême, des violences extrêmes. Et donc, pour moi, je ne peux pas raconter une petite histoire à l'eau de rose comme ça. Et pour la décennie sanglante en Algérie, à part vos films, vous croyez qu'il a été suffisamment traité par les cinéastes ou plutôt... Non, mais rien. Non. Non. La lutte de libération nationale algérienne n'a pas été traitée vraiment aussi. Elle a été très peu traitée. Enfin, pour toutes ces périodes qu'on a vécues, je crois que comme pour le Maroc, comme pour la Tunisie, il y a des périodes qui sont passées sous silence, qui n'intéressent pas les cinéastes. C'est un problème de thématique. Donc là, nous, on a eu cette période de violence. Ensuite, on a eu la charte de réconciliation nationale. On a eu donc une loi qui permettait aux islamistes qui avaient pris les maquis de revenir, d'être graciés, de rejoindre leur famille, de faire des commerces. Aujourd'hui, tout le monde sait que la plupart sont devenus des grands commerçants. Ils ont des magasins, des camionnettes. D'ailleurs, à l'époque, on disait d'eux, c'est Aléha Nahya, Aléha Namout. Maintenant, on dit Aléha Nahya, Aléha Al-Hanout. Donc nos islamistes, en gros, ont changé. Ils sont commerçants, d'ailleurs, ils sont très calmes. Ils sont occupés à compter l'argent. Mais les cinéastes n'ont pas envie de parler de ça. Donc, il faut poser la question aux cinéastes. Je crois que s'il y a des questions... Déjà. Bonjour, j'ai particulièrement été impressionnée par le début de votre récit, quand vous parliez de comment vous êtes devenu en fait cinéaste, comment vous avez intégré l'INC, etc. Et au début, vous disiez que, grosso modo, que en tant que cinéaste, vous étiez au départ des fonctionnaires de l'État, et vous receviez un salaire, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, quand est-ce qu'il y a eu ce déclic chez vous en devenant un cinéaste à part entière? Qu'est-ce qui a nourri le changement de votre regard sur la société? Depuis le scénario de propagande que vous décriviez au départ, jusqu'à un récit ou un regard un petit peu plus juste sur votre société. Écoutez, c'était... je ne sais pas, je ne me rappelle pas tellement, mais disons que moi je vivais au sein de la société algérienne. J'étais issu d'un milieu populaire. Mes parents, ma mère était analphabète, mon père travaillait dans les transports en commun, receveur. Et donc, quand on a commencé à être dans le cinéma, c'était une période de cinématographie
de ces films qu'on voyait qui nous venaient de partout, comme les films tchèques, les films brésiliens, la nouvelle vague française, etc. Et donc on est arrivé quand même à un moment un bouleversement dans le cinéma mondial avec des films, par exemple le cinéma brésilien était fascinant parce que c'était le cinéma de la violence, avec des films qui se passaient dans le nord-est. Donc voilà, et bien sûr, comme toujours dans les écoles de cinéma, on était des groupes, on parlait beaucoup, on était exaltés, et on voulait bousculer les choses. Donc ça s'est mis petit à petit dans notre tête, et surtout l'école de la cinémathèque, de voir ces films à la cinémathèque, ensuite de discuter avec ces Polonais qui étaient, disons, des progressistes, hein, des gens de gauche, qui nous expliquaient, et puis on a vu beaucoup de films soviétiques, les premiers films des Einstein et tout. Donc je crois que c'est ce qui nous a forgés, et ensuite d'être dans une société où on s'appelait tous des frères, on était tous des frères, mais on voyait très vite les inégalités sociales qui se mettaient en place, et voilà, les classes sociales, les pauvres, voilà, après j'étais politisé, j'étais très vite politisé, et donc je voulais pas que mes films soient politiques, j'étais contre les films qui sont des films tracts. J'ai pas beaucoup tourné de documentaires, mais j'avais quand même jusqu'à présent, voilà, donc je sens la société, par exemple, depuis maintenant une dizaine d'années, je sens des choses très dures qui se passent dans ma société. Même si j'y vis pas, je sens le désarroi des jeunes, je sens un pays où il y a 80% des habitants qui sont des jeunes et qui sentent la malvie, qui vous parlent de la hogra, la malvie, les choses sont bloquées, ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Tout ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche quand je vais voir un groupe de jeunes qui font de la musique et on discute, et je leur dis c'est bien ce que vous faites, alors vous êtes en train d'évoluer, vers où vous allez, c'est quoi votre but? Et ils me disent partir. C'est-à-dire qu'on crée pour partir, on tourne des films pour essayer de partir. Donc ce mot de partir, c'est quand même grave. En 93, 94, 85, à cause de la violence, on a perdu une grande partie de l'élite algérienne qui est dispersée un peu partout. Et personne en Algérie ne dit il faut que ces gens reviennent parce qu'on a besoin d'avancer, etc. Donc voilà, donc, tout ça, dès que vous arrivez à l'aéroport d'Alger, vous le sentez. Donc voilà, donc moi c'est le travail que je veux faire dans le cinéma, que j'essaie de faire. Ok, pas de question. Donc, après Stoch, qui a été présenté pour la première fois, je crois, à Nice, un projet de film en perspective, Barzakh Alwash? Écoutez, j'ai des projets. D'abord là, j'ai produit un film qu'a tourné ma fille. Elle a tourné en Algérie, qui est en train d'être terminée. Donc c'est une comédie sur un groupe de jeunes qui veulent tourner un film et qui veulent profiter de la mort du président pour tourner le film, pour se servir de l'enterrement pour tourner le film. Mais en fait, et ça se passe quand le président a été envoyé en France, et donc le jeune cinéaste pense qu'il va mourir, et donc il aimerait tourner un film pendant l'enterrement, et ça se passe pas comme ça. Et donc ils attendent, pendant qu'ils attendent le retour du président, sa femme écrit le scénario, mais les choses durent longtemps, et en fait le président revient, il est vivant. Voilà. Donc c'est une comédie, je pense que ça va être un peu grinçant. On va voir. C'est la fille de je crois. Alors moi aussi j'ai une question, je ne suis pas du domaine
du cinéma, mais je suis professeur de philosophie au secondaire. Et je crois que vous pouvez très très bien voir le rapport qui est entre l'enseignement de la philo et le cinéma. Si ce n'est pas un vrai support pour nous d'en passer autre que les textes philosophiques. Alors j'ai deux questions. Alors une question qui va vous faire revenir à ce que vous avez dit, le rapport du jeune avec le cinéma. Est-ce que vous croyez que notre jeunesse, surtout maghrébine, qui s'intéresse plus au cinéma, qui ne va pas dans les salles et qui voit les films sur DVD, mais ce n'est pas des films que nous, on s'attend dans ce qu'ils les voient. C'est-à-dire des films comme votre filmographie. Et alors, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû, entre guillemets, aux politiques que vous avez dit n'est pas vraiment la tâche du cinéaste, ou bien c'est dû au désengagement de la société? Première question. Deuxième question, c'est le rapport de nos cinéastes et de nos artistes en général, maghrébins et arabes, au théâtre. Est-ce que vous croyez que le niveau du cinéma, maghrébin, ce niveau, on peut oser le dire, dégradant, même s'il y a des restrictions, est dû à ce qu'il n'y a pas cette problématique, cette dialectique entre le travail théâtral et la formation en théâtre du cinéaste, et c'est-à-dire cette relation du va-et-vient entre théâtre et cinéma. Et merci. Oui, je crois que, en tout cas dans le monde arabe en général, puis en Algérie, puisque c'est une société que je connais, les choses se sont dégradées, mais surtout les générations arrivent avec de plus en plus de distance avec l'art, avec la culture, et on ne favorise pas justement ce rapprochement. Par exemple, indépendamment du théâtre, du cinéma, on ne voit pas, en tout cas je ne vois pas en Algérie vraiment des enfants qui vont dans les musées, qui vont en groupe. En Europe, le cinéma est enseigné dans l'école primaire. On emmène des groupes de gosses dans les salles. Les salles de cinéma le matin servent à montrer des films aux enfants. Donc c'est un peu ça c'est le problème des ministères concernés, quoi, le ministère de l'Éducation, etc. Donc il faut que ça va servir à rien. Bon, ici au Maroc vous avez des multiplexes. Je pense qu'ils passent quand même des films en public, etc. Pourquoi pas? Ça c'est bien, mais si on ne ramène pas le public au cinéma, eh ben, ce public ne reviendra pas. D'autre part, bon, il y a une jonction entre le théâtre et le cinéma. Souvent, c'est un peu les mêmes acteurs, etc. C'est pas ça le problème, c'est de savoir quel est le public. Si le public qui va au théâtre a diminué depuis plusieurs années, si le public qui va au cinéma a diminué. En Algérie, en tout cas, c'est clair. Au théâtre, il y a un peu de public. Au cinéma, il y a presque plus de public. Alors effectivement, les causes sont multiples, il y a l'existence d'Internet. Maintenant, en Algérie, les jeunes pensent que le film existe. Moi, quand on me parle, on me dit quand est-ce qu'il sort le DVD. On pense plus au cinéma. D'autre part, quand il n'y a plus de salles, il y a des villes, il y a beaucoup de villes en Algérie où il n'y a pas une seule salle. Comment vous voulez que les jeunes parlent de cinéma? Le cinéma, pour eux, c'est rien du tout. C'est virtuel. Ils regardent la télévision, ils zappent, ils tombent sur un programme où on dit, voilà, il y a des films qui sortent, etc., mais c'est dans un pays lointain. Donc tout ça, c'est pas les cinéastes, c'est pas seulement le travail des cinéastes, c'est le travail des enseignants, des responsables d'universités, d'écoles, etc. السلام عليكم. وصلت مرزق على واش كنتي كتهضر على الافلام ديالك في الاول. هضرتي على عمر قلت لها قلتي انه ديك ليستواغ انت شفتيها قبل ما تكتبها، شفتي لي جون كيفاش عايشين، لو كارتي اللي كنتي فيه، التصرفات ديال لو بوبل الجيريان.
في النورمال قلتي باللي كنتي كتمشي كتشوف دي جون كتاخذ الاراء ديالهم على لو برانتون عرب اللي كان واخ. انا غادي نمشي لوتر موند، الفيلم ديال لوتر موند تا هو اللي كيهضر على لي تيروريست في الجيري. مرزق على واش ملي كيكتب دي السين ولا ملي كيعاود واحد القصه الا هو تيكون ديجا شافها في لونتوراج ديالو. في لوتر موند لي سين اللي كانوا دوك لي كومبورتمون اللي كانوا بين لي اسلاميست باش شدوا البنت اللي غادي تقلب على سون فيونسي، كانوا دي سين ديال الارهاب بيناتهم. ما كنتش نعرف كيفاش انت كنتي كتكتب دوك لي سين، ما عرفتش واش يعني مرزق على واش ما عادش بين الارهاب، ما شفتيش الارهاب كيفاش كانوا كيهضروا بيناتهم، كنتي جالس حداهم ولكن انت عرفت داك الشيء في الفيلم، كيفاش حتى جاك داك ليماجينير كتبتيهم؟ هادشي كنت بغيت نعرف انا. C'est-à-dire qu'avant le scénario, il y a quand même un peu la recherche. Et donc, tout ce qui s'est passé en Algérie, quand même, des gens l'ont vécu, des gens en ont parlé, des gens en parlent. Il y a eu aussi des écrits, il y a eu des textes sur les maquis, il y a eu des espèces de reportages, il y a eu aussi des gens qui sont revenus des maquis et qui ont raconté. Bon, après comme c'est de la fiction, on a une liberté aussi. Hein. Voilà, donc moi j'essaye d'être le plus proche de la réalité, mais c'est quand même une fiction, donc c'est pas important. Alors, comme je me dis qu'il n'y aura jamais un islamiste maquisard qui va venir dire c'est pas vrai, donc puisqu'ils vont pas au cinéma, j'espère. Donc en fait, quand dans l'autre monde, je filme effectivement un maquis qui est là, où il y a eu un enlèvement d'une fille, etc. Bon, à mon avis, c'est vrai que ça ne doit pas se passer à 100% comme ça, mais je me suis renseigné, j'ai essayé de voir un peu. Il y a des gens qui ont témoigné. Depuis quelques temps, hein, depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, on commence à poser le problème en Algérie des filles qui ont été enlevées par les islamistes, qui sont tombées enceintes, bon, qui heureusement n'ont pas été exécutées parce que en général, quand elles tombaient enceintes, on les tuait. Et donc, il y a même maintenant une association qui commence à travailler sur le problème de la réinsertion un peu de ces femmes qui ont été rejetées par leur famille. Quand en 99, en 2000, quand on a commencé à voir réapparaître des maquis, des gens qui étaient dans les maquis, parce que bon, l'Algérie, il y a vraiment beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de forêts, etc. Et il y a des maquisards qui sont descendus avec leur famille, avec des enfants qui étaient vraiment comme des enfants sauvages. Et on en a beaucoup parlé à l'époque. C'était des enfants de 10 ans, de 15 ans, qui connaissaient rien, qui connaissaient... La seule chose qu'ils savaient, c'était Tarout. Ils connaissaient ni la civilisation, ni la télé, ni rien, et qui étaient complètement traumatisés, et qui ont été pris en charge, je ne sais pas comment, etc. Depuis quelque temps, on se pose des questions sur ces jeunes qui doivent maintenant avoir 20 ans ou 30 ans, et de savoir maintenant qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est des schizophrènes. Moi, j'aimerais que les cinéastes aussi travaillent là-dessus, pas seulement les cinéastes, les gens de la télévision, etc., parce que c'est des phénomènes de la société. On dit qu'il y a, on nous dit en tout cas, il y a des études qui montrent que beaucoup de gens sont aujourd'hui traumatisés par ces années. On essaie de faire en sorte, quand je tourne le repenti, c'est aussi pour parler de cette amnésie. Il y a une amnésie, c'est-à-dire qu'il y a eu de la violence, elle est terminée, il y a eu des massacres, il y a eu des attentats, on a tué des militaires, etc. Il y a eu des disparus. Et brusquement, ça y est, tout s'est arrêté, on n'a plus besoin d'en parler, on avance. Moi, je ne crois pas que ça se passe comme ça dans la vie. Donc, aujourd'hui, moi, quand je vais en Algérie, je sens chez des gens des problèmes mentaux, de problèmes mentaux, il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Donc après,
on essaye effectivement de faire des recoupements pour mettre en scène, quand on doit mettre en scène des situations qu'on n'a pas vécues. C'est vrai que j'ai jamais été, heureusement, si j'avais été au maquis, je ne serais pas là. Vous avez parlé de courage des artistes. Vous avez parlé aussi d'Algérie. Vous avez parlé du courage que devraient avoir les artistes, certes. C'est bien d'avoir ce courage, mais je crois que justement, en Algérie maintenant, peut-être qu'il y a le traumatisme vécu pendant la décennie noire, ce qui fait qu'il y a plein d'artistes qui se replient sur eux-mêmes, ou peut-être ils cherchent d'autres manières de s'exprimer, plus dans le comique, dans la facilité, dans la séduction du public, plus que de se chercher à faire voir à ce public un miroir peut-être qui lui ferait peur et qui le rendrait de plus en plus fuyant. Et ça, c'est pas simplement en Algérie, même ici, parce que parfois ça nous coûte cher aussi nos positions. Ça nous met dans une solitude de par nos positions. On peut être, comme vous avez dit, éloigné des masses médias, éloigné de plusieurs choses qui sont aussi le support de notre rayonnement en tant qu'artiste. Et n'oubliez pas que vous avez quand même la chance d'être ailleurs, pas dans l'espace cloîtré qu'est l'Algérie ou les voisins. Oui, non, je comprends ça, mais sauf que même si j'ai la chance d'être ailleurs, pour tourner mes films, je suis obligé d'être en Algérie. Je suis obligé de travailler. Le cinéma, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, quoi. Donc je suis obligé d'avoir des gens qui viennent, qui me font confiance, qui ont le courage de venir travailler avec moi. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense que le cinéma ou le théâtre doit avoir une seule thématique. Par contre, je suis contre le fait qu'on nous dise, parce que ce que vous voulez dire, on me le dit parfois en Algérie, que faut laisser tomber un peu ces problèmes, parce que les gens vivent ces problèmes dans leur quotidien, pourquoi encore leur montrer ces problèmes? Ce serait bien de les faire rire, de les distraire, etc. Moi, je suis pour le film de distraction, pour le théâtre de distraction, pour le théâtre populaire, le théâtre de boulevard, tout ce qu'on veut, mais je crois qu'il faut aussi laisser les gens qui ont envie de parler de phénomènes de société, même si c'est très dur, même si ça touche. C'est vrai que quand j'ai tourné Le Repenti, je l'ai présenté 2 ou 3 fois en Algérie, les gens ont dit c'était trop dur pour nous, on n'avait pas envie vraiment de voir ça, mais ils sont venus voir quand même. Donc la thématique est large, il ne faut pas mettre des... Non, excusez-moi, je comprends ça, mais moi je dis, parce que je suis dans cette approche aussi, parce que pour moi l'art c'est aussi, on peut se divertir, mais sortir pensif, parce que pour moi le plus important c'est que le public soit pensif aussi, pense à ce qu'il est, à ce qu'il doit faire, et ce que vous avez fait dans quelques films, vous avez pressenti ce qui va se passer. Et donc ça c'est aussi la mission de l'artiste, c'est de sentir ce qui va se passer. Non, je trouve que ce que je voulais dire, est-ce que c'est pas aussi la mission citoyenne d'un artiste, c'est aussi de changer, pas simplement les mentalités à travers l'art, mais aussi d'exiger des politiciens, parce que nous sommes quand même des voix. Et là, je reviens aux lois. Par exemple, nos parlementaires, ou dans les parlements, il faut qu'il y ait des lois quand même qui nous aident à faire cette création, parce qu'après, on aura les tuyaux pour les faire passer. Mais il faut qu'il y ait des lois qui fassent respecter notre voix. et aussi qui fassent qu'on travaille à l'aise, parce que des fois on est quand même censuré d'une manière intelligente parfois, même pas on peut vous dire non, votre film ne colle pas à ça, non, vous êtes éliminé des productions, donc comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a les cinémas qui se ferment et tout ça, mais il faut qu'il y ait quand même une manière très intelligente de la part de nous les artistes, et surtout, par exemple, moi j'ai voulu travailler avec des Algériens sur Zoujbrel, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une réticence, parce qu'il y a une peur parfois. Donc ce courage-là manquait, parce qu'il y a des lois qui n'assurent pas, soit ici, soit ailleurs. Voilà ce que je voulais.
نفس السياق بدنا نسأل comment arrive-t-on à financer ce genre de films sachant que ما يكونش تكون انت هو الجلاد وانت هو الضحية. وكاين عندي واحد المقارنة مع اني ما شفتش لا في الافلام ديالك ولا ديال نبيل عيوش ديال خير الله. كيفاش كيكون مثلا سينياست كنبيل عيوش لاباس عليه يقدر يدير فيلم اللي كيهضر على الارهاب مع انه بقدر نسميها كونفيكسيون كيبان لي بحال برو ديال مع الدوله هو يعني اللي كيبان لي كيفاش هاد لا ديفيرونس اونتر سينياست اللي تيكون شبه الا بغينا نقولوا شبه متمرد ولا il est vrai avec lui-même ولا مع en différence avec d'autres cinéastes sur le même sujet. Merci. Écoutez, les financements, disons qu'il y a des mécanismes de financement. D'abord dans les pays, comme par exemple Nabil Ayouch, je pense qu'il a été financé aussi par le CCR. Le montage financier, il y avait un côté marocain. Voilà. Alors moi dans mes films, 25%. J'ai des films où dans le montage financier, il y a l'Algérie. Parce qu'on a une commission au ministère de la culture en Algérie. Alors la commission lit les scénarios et décide, quand ils décident de ne pas donner d'argent, eh ben, ils ne donnent pas d'argent. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaie de présenter mes projets un peu partout. Et après, quand j'ai du financement, je tourne les films en fonction des financements que j'ai. Et quand on travaille de cette manière, effectivement, on n'a pas des gros financements. Donc, moi, maintenant, je me suis habitué à tourner mes films avec des petits budgets. Et donc, je peux avoir 50 000 $ par là. Voilà. Aujourd'hui, tous les jeunes cinéastes, tous les cinéastes du monde arabe vont chercher de l'argent au Qatar, à Dubaï, etc. Il y a aussi des commissions. Et ce qui est bizarre, c'est que même si vous parlez du terrorisme, des fois la commission donne de l'argent. Bon, ils ne donnent pas beaucoup. Mais c'est comme ça. Donc moi, quand je suis censuré au niveau de mon scénario, j'essaie d'avoir quand même de l'argent pour le faire. L'essentiel, c'est qu'on ne m'empêche pas de tourner. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on me donne l'autorisation de tournage, parce qu'en Algérie, sans autorisation de tournage, vous sortez une caméra, elle disparaît en 5 minutes. Quoi. Donc on est dans ce problème. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez, la bataille aussi, c'est pour pouvoir s'exprimer librement et dire que nous voulons la liberté d'expression, donc dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose que moi je dis dans mes interviews en Algérie et ailleurs, même si ça ne fait pas plaisir. Et je pense que certains cinéastes en Algérie veulent cette liberté d'expression. Il y a une nouvelle génération qui n'a pas de problème pour s'exprimer, pour parler et pour dire tout ça. Voilà. Nous avons des jeunes cinéastes qui sont là, qui sont peut-être pas encore connus, qui n'ont peut-être pas tourné, mais on sent un besoin maintenant de passer à autre chose. Que ça suffit de vouloir qu'on dise que les choses officielles. Voilà. Moi je suis contre le cinéma qui est un carcan, où on nous dit, bon voilà, il faut que tu parles de ça, ne parle pas de ça, etc. Et justement, une dernière question, des films avec un petit budget, alors qu'il y en a des films en Algérie qui sont 4 millions d'euros, 47 milliards de centimes. Mais c'est des films qui ne dépassent pas la frontière algérienne, alors que vos films, j'imagine que c'est les 120 000 euros, les 150 000 euros, et ça se regarde à Cannes, à Venise. Ouais. Peut-être qu'à force, on verra un peu dans tous nos pays, parce que ça ne se passe pas seulement en Algérie, nous n'avons pas besoin de superproduction qui racontent des choses qui n'intéressent personne. Nous avons besoin de films qui expriment des choses qui vont être compris au niveau local et qui
vont être compris au niveau international. Quand j'ai tourné Armageddon Lato, il a d'abord été compris et apprécié au niveau local, même si c'était un petit film de quartier, puis il a été apprécié ailleurs. Or nous, on pense que c'est en mettant vraiment beaucoup d'argent sur des sujets qui sont inintéressants qu'on va intéresser les gens. Alors, malheureusement, ces films, ils sont morts-nés. Ils sont terminés, mais ils ne sont pas vus. Donc un jour, on espère quand même que les autorités qui financent le cinéma, on espère qu'ils vont prendre conscience qu'il vaut mieux produire 15 films de jeunes avec des budgets moyens que de produire un grand film de prestige qui n'aura aucun prestige, nulle part, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Bon, maintenant, on ne peut pas être dans la tête des décideurs. Il faudrait qu'un jour, il y ait des gens qui comprennent ça. C'est tout. Et que d'autre part, un film ne va pas faire la révolution dans un pays. Ça n'existe pas. Et justement, c'est pourquoi la révolution dans le cinéma algérien, je veux dire. C'est pourquoi la révolution? Ouais. Ah, je sais pas. Il faudra la prochaine fois inviter 4 jeunes cinéastes de 20 ans. Marzaq Alouache, d'habitude je parle trop, mais là, ce matin, je me suis dit, parfois l'autocensure c'est bien. Je me suis dit, Bilal parle peu. Parce que j'ai beaucoup appris, et merci à ceux qui ont insisté. D'ailleurs, ils ont eu la chance de parler avec vous, le grand Marzaq Alouache. C'était un peu décousu, mais c'est aussi parce que j'ai traversé des périodes tellement diverses, quoi. C'est-à-dire que mes films, si on les regarde, sont un peu le reflet de ce que je sentais dans une période précise. Par exemple, actuellement, je suis un pessimiste. Mes films sont pessimistes. J'aimerais être optimiste. J'aimerais effectivement tourner un film optimiste, etc. Bon, alors j'arrive pas. J'espère que bientôt j'arriverai à être optimiste parce qu'on a envie aussi d'être optimiste, quoi. Le monde a besoin de sourire. Oui, complètement. Nous aussi, hein, on a besoin de sourire. Il y a aussi l'endurance, parce que vos films, c'est même qui prend machine. Il suffit juste de regarder Chouchou, Salut Cousin, et certainement, c'est le sourire. Dernièrement, par exemple, une anecdote, d'ailleurs, que vous pourrez trouver sur Internet et que ça va vous faire marrer. J'ai lu un interview, j'ai écouté un interview qui est sur Internet, qui a été fait à Paris, sur France Culture, où il y a une femme qui a interviewé un travesti algérien, qui est à Pigalle, un vieux travesti, qui prend sa retraite et qui rentre en Algérie. Donc c'est sur Internet. Et j'ai trouvé ça vraiment... Alors, il raconte sa vie à Pigalle, etc., qui va rentrer, il va vendre son studio pour aller en Algérie, je ne sais pas dans quel bled, etc. Et il est très triste, mais il parle d'une retraite comme d'une retraite normale. Et moi, en écoutant ça, bon, alors c'est marrant. En plus, quand il parle, on dirait que c'est Gad qui est en train de raconter. Mais c'est triste, et je me suis dit, mais ce personnage maintenant, qui va rentrer dans son bled, quelque part en Algérie, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, il ne peut pas dire qu'il était travesti. En plus, il dit qu'il est retraité, il n'y a pas de retraite pour les travestis. Donc, comment il va être reçu? Comment il va faire? C'est un vieux, il y avait sa photo, d'ailleurs, il a fait enlever d'Internet, parce qu'il a eu peur quand même. Donc, sûrement que quand il va rentrer dans son bled, il va dire qu'il était, je sais pas, qu'il était employé ou n'importe quoi, mais en même temps, quand il parle, il a des manières, Et je me suis dit que ça peut donner un film, alors ça peut donner une comédie, ça peut donner un film dramatique. Voilà. Donc c'est comme ça, mais on voit quelque chose. Vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez Magda quitte le trottoir. Vous allez voir, il y a 25 minutes d'interview, c'est fantastique, c'est émouvant, c'est très émouvant.
Parce que quand il quitte Paris, il va rentrer dans un pays qui s'appelle l'Algérie, il ne va pas aller en Allemagne. Il va rentrer dans un pays où il y a l'intolérance, où il y a le rejet de l'autre, il y a voilà, le rejet